Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous regardez Pour Info, 45 minutes de débat pour mieux comprendre un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse au travail du sexe, un projet de loi permettant aux travailleurs et aux travailleuses du sexe d'être protégés par un contrat de travail a été introduit il y a un mois. Et parallèlement, un procès retentissant vient de se dérouler. À Bruxelles, un jeune homme mineur au moment des faits est accusé d'avoir tué Eunice Osayande, une travailleuse du sexe de 23 ans d'origine nigériane. Les faits se sont déroulés à Schaerbeek en 2018. Et ce matin, dans le journal Paris Match, un reportage important paraît en kiosque. Il s'intéresse à la brigade Africa de la police de Bruxelles. Et vous signez ce reportage, Emmanuel Joa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc journaliste à Paris Match, je l'ai dit. Merci d'être avec nous ce matin. Merci également à Laurent Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Bruxelles. En face de vous, Dan Bouwens. Bonjour. Bonjour. Directeur de Utsopi. Et nous avons joint par téléphone Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes travailleuse du sexe, précisément dans un quartier dont on va parler beaucoup, celui de la Gare du Nord. On est parti pour 45 minutes d'échange autour de ce sujet qui est passionnant, évidemment, parce qu'il interroge beaucoup de choses, l'intimité, mais aussi la société, la loi et bien sûr la liberté et le travail. Dan, je vais commencer par vous poser cette question toute simple. Utsopi, que vous représentez en venant ici, qu'est-ce que vous faites ? Utsopi, c'est la seule association par et pour les travailleuses et travailleurs du sexe en Belgique. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on fait beaucoup de choses, mais au premier lieu, depuis 20 ans, mais je pense que nos fondatrices font cette lutte depuis 25 ans, c'est en fait la décriminalisation du travail du sexe. Parce qu'en ce moment, on vit dans une situation qui n'est pas idéale. On va parler du quartier nord. Et ensemble avec ça, Utsopi s'engage pour en fait libérer les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe de leur isolement. Donc on organise des apéros, on organise des manifestations, en fait, et au même temps, on veut être le pont entre la politique et la communauté des travailleuses du sexe. Parce qu'en fait, seulement les travailleuses et travailleurs du sexe savent ce qui se passe vraiment dans le secteur, sur le terrain. Et c'est avec cette information que la politique doit être informée. Petit point de détail, mais je crois que dans un nom précédent de Utsopi, sous une autre forme peut-être, le terme apéro revenait. Ah, c'est vrai? Non, Oui. je ne savais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Bon, il me semble qu'il y avait le mot apéro. Toujours est-il que, je me rappelle que vous m'aviez dit que, en gros, ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce dont on va parler quand même, c'est-à-dire les carrés et puis les bars le long de la gare du Nord, ne représentent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la totalité de la prostitution en Belgique, à Bruxelles notamment, mais qu'elle est multiforme. Donc, est-ce qu'on peut faire déjà un état des lieux de ce qu'est la prostitution en Belgique aujourd'hui ? C'est bien sûr très difficile parce qu'il n'y a pas d'études sur le secteur en son entièreté. Mais on peut dire que en fait, les vitrines qu'on connaît, les vitrines sur les chaussées, les vitrines dans le centre de Bruxelles, Gand, Anvers, en fait, ce n'est pas beaucoup. En fait, peut-être de 7 à peut-être au maximum 15% du secteur, ce sont les vitrines et les carrés qu'on voit. La très grande majorité des personnes dans le travail du sexe travaillent en privé, dans les clubs, dans les salons, ou reçoivent chez elles à la maison. Il y a des escortes. On ne sait pas quelle division il y a dans le secteur, pas vraiment. On a quelques indices parce que nous sommes en contact avec beaucoup de travailleuses du sexe et surtout avec le confinement, il y a beaucoup de travailleuses qui nous ont contactés parce qu'on avait des aides pour elles durant la fermeture obligatoire. Et on a vu clairement qu'en Belgique, si on prend la Wallonie, Bruxelles et Flandre, les personnes qui travaillent en privé, chez elles, en fait, selon moi, c'est la grande majorité. La grande majorité, oui. Qui entrent en contact avec leurs clients par le biais de sites internet, j'imagine. Par exemple. Est-ce que vous avez observé, alors encore une fois, je comprends très bien qu'il n'y a pas de données statistiques sur la question, bien sûr, c'est sous les radars, mais est-ce que vous avez observé quand même des changements de pratiques pendant le confinement et notamment pendant l'interdiction de pratiquer dans ce qu'on appelle les carrés ?
Oui, il y a eu des changements. Ce n'est pas une bonne évolution, pas du tout. En fait, on a vu que la situation qui s'est créée en Belgique, donc il faut aussi dire que Utopie, ensemble avec d'autres associations, Espace P à Bruxelles, Alias à Bruxelles, sous la coordination de Fédération des services sociaux, on a mené une étude. En fait, on a fait 114 enquêtes. En fait, les résultats vont apparaître dans un article dans la revue Nouvelle. Et en fait, on a vu que des personnes dans le travail du sexe, 86% des personnes qu'on a enquêtées ont cessé de travailler par peur du virus ou par peur pour la police et les contrôles. On a vu que les personnes qui ont continué à le faire n'avaient pas d'autre choix. C'est clair. Après ça, on a aussi vu qu'on est entré dans une situation qui est un peu comparable avec la situation en France, où on a criminalisé le client. En fait, on a criminalisé tout le secteur du travail du sexe en France. On a vu là-bas qu'on a eu une augmentation énorme de pratiques à risque. Parce qu'il y a moins de clients, il y a autant de travailleuses du sexe. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le travail du sexe à cause de la précarité. Donc en fait, ce qu'on a vu en Belgique, c'est qu'il y avait moins de clients. Donc en fait, les travailleuses du sexe qui continuaient, étaient prêts à offrir aussi des pratiques à risque pour avoir plus de sous ou pour peut-être arriver au même revenu que normalement. Et en fait, ce qu'on voit maintenant avec la réouverture, la reprise, différentes reprises, c'est qu'en fait, ces pratiques à risque, ça ont perduré. Oui. Malgré le changement de situation. Oui. On reviendra à la comparaison avec d'autres pays, l'abolitionnisme ou quoi, et effectivement la situation française, où ce qui a été révélé dans les reportages sur le bois de Boulogne notamment, c'est que pénalisation du client, ça avait pour seul effet que ça reculait dans le bois de Boulogne les travailleurs et les travailleuses du sexe, et donc que ça les mettait encore plus en danger. Donc on fera ça dans un second temps, peut-être, si vous voulez bien, Laurent, de comparer les différents systèmes. Mais dans un premier temps, en Belgique, aujourd'hui, les travailleurs et les travailleuses du sexe, quel statut ont-ils, notamment au regard de la loi? Alors, actuellement, la Belgique pratique un modèle dit abolitionniste. Quand même. Quand même. Donc, c'est-à-dire que l'approche abolitionniste conçoit la prostitution comme un fléau immoral, qui est un obstacle à l'égalité des genres, mais au nom de la liberté individuelle, elle est tolérée. Elle est tolérée, mais elle n'est pas entérinée ni encouragée. Concrètement, l'État belge tolère la prostitution, ne la réglemente pas, elle est donc permise, mais incrimine tous les actes qui organisent la prostitution, tous les actes que j'appelle périphériques. Donc concrètement, le travailleur du sexe peut prester, mais il ne peut pas engager un garde du corps, sinon il est proxénète. Il ne peut pas avoir un comptable, sinon il est proxénète. Il ne peut pas faire de publicité pour son activité économique. Et donc, il se trouve dans ce qu'on dit un vide juridique, puisqu'il n'y a pas de statut propre à eux, et la loi leur donne une succession de multiples entraves qui les empêchent de travailler. Donc c'est ce qu'on appelle les tiers parties qui sont pénalisés. Le directeur de votre banque qui accepte d'encaisser beaucoup de cash, Exactement. Votre comptable éventuellement pour les mêmes raisons, mais une personne qui travaille de son corps et qui est travailleuse ou travailleur du sexe parvient quand même à ne pas être inquiété pour exercer cette fonction-là, dirais-je. Tout à fait. Donc la fonction est uniquement permise sous la forme d'indépendants. Ils ne peuvent pas être salariés, puisque du coup l'employeur est un proxénète. Et à la Banque Carrefour, il existe un code INACBL qui est prévu pour les activités de prostitution. Et donc on comprend rapidement l'hypocrisie dans laquelle on est. Ça existe, mais c'est pas permis, mais c'est toléré, oui. Ça existe, c'est prévu, mais c'est pas réglementé. Et du coup, les entraves sont tellement nombreuses que je suis consulté tous les jours pour des difficultés en rapport avec leur banque, en rapport avec leur comptable, avec leurs pratiques, avec leur sécurité aussi. Puisque pour organiser une sécurité, il faut organiser la prostitution. Et donc finalement, ils sont voués totalement seuls à eux-mêmes,
ce qui n'est clairement pas une situation qui est conforme au droit économique européen et encore moins aux droits fondamentaux. C'est très ambigu, mais vous êtes parvenu à en faire un portrait très clair. Merci. Qu'en est-il du statut du client? Alors le statut du client aujourd'hui en Belgique, regrettablement, il est roi. C'est un souverain. Pourquoi regrettablement? Parce que je pense, j'ai beaucoup écrit dans mes travaux de recherche. À mon sens, dans la prostitution, il y a le contrat prostitutionnel, il y a 3 acteurs: le travailleur du sexe, l'éventuel employeur et le client. Chacun des acteurs, travailleurs, employeurs et clients, doit être responsabilisé et doit avoir une responsabilité pénale. Aujourd'hui, un client est roi. Il peut faire semblant de payer une prestation tarifaire, faire le paiement en différé, comme j'ai eu plusieurs cas, et il ne sera pas sanctionné. Sous réserve d'une décision de jurisprudence qui m'a été rendue il y a 3 jours et qui entérine ma thèse du viol pour non-paiement d'une prestation tarifée. On va essayer d'être tout à fait clair. Je comprends votre fierté parce que c'est une avancée, elle s'inscrit dans la loi. Que ce soit clair, c'est un client qui a bénéficié d'une prestation, il a fait semblant de payer, ne l'a pas fait. Absolument. Dans ce cadre-là, précisément, parce qu'il y a rupture du contrat tacite, c'est considéré comme un viol. Ça ne l'était pas. On a une jurisprudence qui reconnaît cette théorie. Ok. On parlera aussi de tout le travail législatif qui est en train d'être fait précisément et de comment c'est accueilli par le secteur et principalement par les travailleurs et les travailleuses du sexe. Je me tourne vers vous, Marie, pour vous poser cette question assez simple. Merci de témoigner. Voilà. Est-ce que quand même, dans le chef des travailleurs et travailleuses du sexe, il y a ce besoin d'avoir un statut d'une façon ou d'une autre? Oui, tout à fait, parce que nous sommes dans le flou, nous n'avons droit à rien. Voilà, par exemple, quand il y a eu le Covid, si ce n'était pas Utsopi qui avait fait des collectes pour nourrir, pour donner des médicaments, pardon, ou pour payer le loyer de certaines femmes, elles n'auraient rien eu. Et puis, c'est un peu laissé à la convenance des communes aussi. Donc voilà, chaque commune fait comme elle veut. Et ça, ce n'est pas possible parce qu'on va prendre, par exemple, le quartier Nord. Sur la rue Linné, il y a les 2 communes. Et voilà, sur Saint-Josse, c'est une telle réglementation, et sur Scarbeck, c'est une autre réglementation. Donc, même les travailleuses du sexe se perdent les pédales là-dedans. Hein. Donc voilà, il faut absolument que ce soit réglementé, il faut qu'on soit reconnu comme étant des travailleurs et travailleuses à part entière, avec les mêmes droits et évidemment les mêmes obligations. Bien sûr. Oui, d'autant que là, il y a encore une forme d'hypocrisie puisque les communes encaissent voilà, une taxe sur ces locaux, ces carrés notamment. Et d'ailleurs, ça varie beaucoup. Je crois que du côté de Saint-Josse, voilà, c'est le propriétaire qui est censé s'acquitter de ça, mais on sait bien que c'est répercuté sur le prix. Ça peut aller de 300 à 3000 euros, suivant qu'on est dans une même rue, côté Saint-Josse, au côté Scarbeck. C'est bien ça? Exactement. Maintenant, à Saint-Josse, ça doit tourner autour de 3400 euros. Et j'ai appris hier que Scarbeck baissait la taxe à 300 euros. C'est une taxe annuelle, hein, c'est ça, Marie? Oui, c'est une taxe annuelle. Et puis aussi, Saint-Josse a continué à percevoir la taxe pendant le Covid, alors que Scarbeck l'a annulée pour ne pas mettre encore plus les travailleuses du sexe dans la vulnérabilité. Donc voilà, déjà ça, on comprend déjà que ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes avec papier qui veulent aller travailler sur Scarbeck. À Saint-Josse, il n'y en a plus que 2 ou 3. Hein. Avec papier, voilà, il y a toujours cette ambiguïté avec le statut vis-à-vis de la loi et de la société. Continuons. Ce sont des locaux commerciaux. J'imagine que les personnes qui sont dans les carrés payent un loyer. De combien est-il, ce loyer? Écoutez, ce loyer varie, mais bon, sur les baux, c'est toujours entre 800 et 1000 euros. Mais dans la réalité, c'est tout à fait différent. On l'a vu ça au procès qu'il y a eu il y a 2 ans, le procès Mamaleder, où les loyers montaient à 2500, 3000 euros par mois. Hein. Donc voilà, il est prouvé qu'il y a beaucoup plus d'aides sous table qu'en temps normal. Et puis les carrés, ce sont des petites pièces bien souvent insalubres. Moi, j'en connais certaines qui n'ont même pas WC, qui n'ont même pas un bidet. Oui, qui ont une douche installée, mais on n'a jamais raccordé la douche. Enfin, voilà, il y a un proxénétisme immense là-dedans. Et ça, il faudra absolument réguler aussi.
Oui, réguler les prix notamment. Donc il y a aussi le fait que ce qu'on appelle les carrés, ce sont ces locaux plus petits quand on s'enfonce un peu dans les rues. Le long des rails, pour ce qui est de Gare du Nord et ceux qui connaissent Bruxelles, là c'est plutôt des bars, c'est ça? Là, ce sont des bars. Et là, elles payent, comme on appelle ça, au tabouret. Donc, à un moment donné, je sais que c'était 250 € pour 12 heures. Maintenant, il paraîtrait que les propriétaires ont baissé un peu leur prix parce qu'elles ferment à minuit aussi, hein, avec le confinement. Donc voilà. Mais là, ce n'est pas la même chose. Elles louent au tabouret et à la journée. Dans les carrés, c'est loué au mois. Et alors, il y a aussi le problème avec les baux, parce que ce sont des baux privés. Donc, c'est privé. Donc, les propriétaires ne payent pas de taxes dessus, ils ne payent rien du tout. Et alors, ils font un peu les baux comme ils veulent. 1 semaine, 2 semaines, 1 an. Et il n'y a rien qui tient la route, en fait. Rien. Après la publicité qui arrive dans une petite minute, on reviendra, Emmanuel, sur votre reportage, sur tout ce que vous avez pu voir. Laurent, le fait qu'on soit dans un pays fédéral et aussi avec des communes et la responsabilité de la police est communale, est-ce que ça change quelque chose dans la façon d'appréhender les travailleurs et les travailleuses du sexe? En gros, et c'est un peu ce qui a été dit par Marie, qu'on soit dans une commune ou dans une autre, ce ne serait pas toléré, accepté de la même façon par la commune et par la police, par le pouvoir politique en place. Est-ce qu'il y a des grandes variations sur notre territoire à cause de ça? C'est-à-dire que la caractéristique fédérale de notre pays institue plusieurs niveaux de pouvoir. Et donc forcément, il y a des aspects de la prostitution qui relèvent du législateur fédéral et donc qui valent pour l'entièreté du pays, autant du sud que du nord. Certaines autres sont communales, notamment les taxes, le bourgmestre qui est garant du maintien de l'ordre public. Et donc, chaque commune peut avoir une politique avec une certaine marge de manœuvre qui est limitée, différente. Raison pour laquelle à Scarbeck ou à Saint-Josse, les taxes ne sont pas instituées de la même manière. Et par exemple, raison pour laquelle à Uccle ou à Lannes, il n'y a évidemment pas de rue de prostitution. Oui, c'était le cœur de ma question. Effectivement, on voit bien que c'est très territorialisé. Cette fois, c'est bon. On va pouvoir entendre notre doux jingle, puisque c'est l'heure de la première page de pub. Tout de suite pour la deuxième partie de ce Pour Info. Deuxième partie de ce Pour Info dédié au travail du sexe. Merci d'être avec nous. Donc on reçoit, et c'était un peu une des raisons pour lesquelles on a fait cette émission, Emmanuel Joa, journaliste à Paris Match, après une longue enquête d'investigation auprès de la Team Africa, de la PJ de Bruxelles, de la PJ fédérale. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Il travaille sur le trafic d'êtres humains et effectivement dans votre reportage, on comprend bien que quand cette section de police-là met un pied dans la porte pour faire les contrôles, c'est pas tellement pour sanctionner la prostitution, mais bien quand il y a un soupçon de trafic d'êtres humains. Absolument, leur but, vous l'avez bien souligné, n'est pas de sanctionner, au contraire, je dirais, de pouvoir cultiver en quelque sorte ces contacts et ce qui leur permet une surveillance et qui leur permet de creuser les enquêtes, etc. Et leur idée est lorsqu'ils rentrent dans un carré, lorsqu'ils font une descente dans un carré ou l'autre, il faut savoir qu'ils n'en font que 2 ou 3 maximum pour une descente en ville parce que tout simplement les volets se ferment à leur arrivée. C'est une petite équipe, ils sont connus sur le terrain, ce qui les aide aussi, mais je dirais que le revers de la médaille, c'est évidemment, ils sont aussi reconnus, donc les volets se baissent très vite et ils ne peuvent pas rentrer partout, hein. On est dans des lieux privés, ça a été bien souligné, la prostitution est tolérée. Ils peuvent entrer en quelque sorte lorsqu'il y a un contrôle à faire, la lumière est là, la fille est en vitrine, ils peuvent se permettre d'aller faire un contrôle ou une inspection. Ça se fait de façon extrêmement... j'allais dire diplomatique et psychologique. Ce sont des hommes de terrain qui connaissent bien ce terrain bruxellois, qui connaissent bien aussi le pays d'origine, le Nigeria, qui connaissent même pour certains le dialecte ou l'un ou l'autre dialecte, et qui sont qui ont une approche qui travaille sur la confiance en fait avec ces personnes qui sont censées être des victimes, parfois mineures. Alors les procédures sont différentes évidemment, mais ils ont en effet tout intérêt à ce que, j'allais dire, non pas à ce que la prostitution ou l'exploitation en tous les cas se maintienne, mais
en tous les cas à pouvoir avoir une visibilité sur le phénomène et poursuivre des enquêtes qui sont minutieuses, qui sont longues. C'est un travail de fourmi, ça a été souligné par le nombre de cas à suivre, évidemment, par la difficulté de l'approche, par le fait que jamais ces victimes, au grand jamais, ne se livrent évidemment d'un bloc et d'emblée. Les choses vont devoir se faire un peu au compte-gouttes. Il y aura des écoutes téléphoniques, il y aura un tas de méthodes policières derrière, mais avant tout, il y aura un climat de confiance qu'ils vont essayer d'instaurer avec les victimes présumées de ces réseaux. Oui, et ça c'est magnifique dans le reportage, donc ça paraît dans Paris Match aujourd'hui. On sent bien qu'il y a encore une fois une zone grise entre le fait d'être un peu discret quand il passe en voiture dans le quartier et quand même le fait d'être reconnu, c'est important pour pouvoir inspirer confiance et notamment aller à la rencontre d'une nouvelle venue, essayer de vérifier notamment s'il ne s'agit pas d'une personne mineure. J'ai envie de vous poser une question juste en termes éditoriaux, si vous voulez bien. Donc je l'ai feuilleté ce matin et voilà l'introduction. 5 € la passe. Bon, dit comme ça, quand on lit en plus l'article, c'est pas vraiment sur ça, sur la dégressivité des tarifs que vous axez votre travail, c'est plus un témoignage. Mais comment vous prenez le fait que Paris Match, j'imagine que c'est leur décision, pas la vôtre, accentue sur ça? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous le recevez bien? Écoutez, c'est l'ADN de Paris Match. Vous savez, à Paris Match, le journaliste ne crée pas la titraille en général. Hein. Ça fait partie aussi de l'ADN du magazine. Et c'est un angle d'approche comme un autre. Je dirais que cet angle d'approche, il est tout à fait défendable dans la mesure où il, en une phrase, effectivement, qui peut paraître particulièrement accrocheuse, certains diront racoleuse, que sais-je, derrière cette phrase, il y a un tas de choses qui s'entrecroisent. Il y a le phénomène économique qui est une réalité, évidemment, du terrain ici, au Nigeria, a fortiori. Il y a une réalité sociale aussi, il y a un phénomène, je crois que l'idée c'est d'interpeller un lecteur qui n'a peut-être pas suivi l'évolution. Nous on est évidemment informés, vous le savez mieux que quiconque, à Utopie, etc. Vous travailleurs de terrain, les prestations ont baissé, c'est complètement anarchique. Évidemment ça s'est développé aussi avec Internet, ça s'est développé de façon tout à fait confidentielle et cachée, et donc je pense que peut-être le lecteur lambda n'est pas toujours informé du fait que voilà, les prestations, ça peut descendre jusqu'à 5 € en fin de nuit, comme nous l'explique très bien la team Africa, et comme ça nous a été confirmé par quelques victimes de ces réseaux. Mais ça, c'est effectivement, c'est anecdotique. Mais en même temps, ça synthétise en quelque sorte en 3 mots la situation. Oui, parce que 5 € le prix d'une intimité. Ça veut dire qu'on est prêt à tout. Et ça veut dire aussi que par rapport à des salaires au Nigeria, par rapport à un niveau de vie, etc., ces 5 € la passe vont permettre à ces filles de rembourser leurs dettes coûte que coûte, de façon très difficile, on le verra. Ouais. Et peut-être de se créer malgré tout, envers et contre tout, un avenir, certes, qui à nos yeux paraît épouvantable. Effectivement. Je crois que Marie souhaitait réagir dès que voilà, j'ai montré ce titre. Ça vous a donné envie d'intervenir. Je vous en prie. Oui, mais j'étais au courant de ça. Mais ce n'est pas vraiment 5 € la passe. C'est, disons, que quand un client entre chez une fille de réseau, il y a toujours des guetteurs. Et alors, elle doit prendre l'argent qu'il donne, quoi. Et ça a été bien aussi expliqué dans le procès du Nice. Donc, le client entre, si même il n'a que 5 €, elle ne fera certainement pas un rapport complet, mais elle fera soit une masturbation ou quelque chose. Mais elle ne peut pas laisser sortir le client sans rien donner. Ok, vous avez assisté au procès de Nice qui vient de se terminer. Si j'ai bien compris, la peine qui a été prononcée pour l'instant, c'est pas le dernier recours, mais c'est 25 ans pour quand même quelqu'un qui était mineur au moment des faits. Il a demandé le remboursement. Sa version, c'est que s'en s'est suivi une bagarre. Qu'est-ce que vous retirez en tout cas de ce procès-là? Ça a été un procès très douloureux, en colère et en émotion. Hein. Je peux vous dire que ça a été extrêmement douloureux. Mais bon, voilà, on a eu des jurés qui ont écouté, qui ont posé beaucoup de questions, parce que c'est un milieu, la prostitution, tout le monde en parle, mais personne ne connaît en fait. Donc voilà, ils ont été très attentifs. Et c'est vrai que 25 ans, c'est lourd pour un garçon de 20 ans. Mais ça a été jugé sur les actes qu'il a commis. Il a été prouvé par le procès qu'il est allé trouver Eunice parce qu'elle était seule dans ce morceau de rue. Il n'y a pas de contrôle social là-bas. Parce que là où elle était entourée de femmes blanches qui ne travaillent jamais la nuit. Et puis alors, ils ont aussi voulu qu'on mette dans le jugement que c'est un jugement pour montrer les intolérables souffrances que souffre le TDS dans toutes circonstances, que ce soit avec les loyers, que ce soit avec la commune, que ce soit avec les mamas, que ce soit... C'est toujours les précaires, les plus précaires qui souffrent énormément.
Dan, vous avez au sein du Tsopi organisé une cagnotte au moment des funérailles, donc là c'est à l'époque, 2018, et puis vous avez fait en sorte aussi de médiatiser l'affaire. J'imagine que vous avez été confronté à des freins, parce que là on parle de différentes communautés qui se regardent certaines fois en chien de faïence. Comment ça s'est passé de coordonner tout ça? Je vais peut-être c'est mieux de demander Marie la question parce que moi à ce temps-là c'était en 2018 je faisais pas encore partie de l'association. Ok, je me tourne vers Marie. J'imagine qu'il y a eu une difficulté au moment de ce drame-là, qui a été de se dire d'une part c'est un drame qui nous concerne et d'autre part voilà une relation, si j'ose dire, de groupe concurrent. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, je suis arrivée sur les lieux très très vite. Je crois qu'il était 7 h du matin. Tout de suite, les Nigériennes, enfin les femmes, les racisées sont venues près de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que la police fera son travail? Parce que c'est une femme sans papier. Je les ai d'abord réconfortées. Je leur ai dit oui, la police fera son travail. Puis j'ai fait appel à Espace P parce que moi, je ne parlais pas l'anglais. Et là, alors, toute une machine s'est mise en marche. Donc, on a fait grève, on a fermé les rideaux, on a fait une collecte dans la communauté. Et alors, on a fait aussi une marche blanche, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs les gens du comité de quartier de Scarbet, Crue Verte, qui avaient apporté 100 roses pour Eunice. Donc quand on dit aussi que les quartiers ne sont pas toujours d'accord avec la prostitution, ici ça a été la preuve que ce n'est pas vrai non plus. Intéressant, merci beaucoup de cette précision Marie. Effectivement, je me rappelle de cette période, mais je ne l'ai pas vécue de l'intérieur, bien sûr. Emmanuel, la vie du quartier, c'est tout un quartier qui s'organise. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette façon si spécifique de se coordonner, d'exister, ce quartier? Ce qui m'a marqué, c'est ce côté assez fermé, il faut le reconnaître. Alors ça de particulier, j'avais déjà pu dans le passé, il y a longtemps, certes, travailler un peu, entre guillemets, travailler dans le quartier nord, et je n'avais pas ressenti ça. Maintenant, les choses ont évolué, évidemment, au fil des ans, et cette prostitution nigériane dont il est question dans le reportage est évidemment beaucoup plus, marginale, enfin, je veux dire, plus opaque. Il y a toute une série d'intermédiaires qui se mettent en place. C'est extrêmement clandestin, puisque ce sont des personnes, les 3/4 du temps, sans papier, bien sûr, et donc en tout cas qui ne sont pas régularisés. Et donc ce qui m'a frappé, c'est le côté fermé. Alors c'est la fermeture des volets quand ces policiers arrivent. Il n'empêche que, voilà, ils continuent, ils ne vont pas arriver avec des masques de carnaval, ils continuent à faire leur travail comme ça, et ça leur sert aussi d'être reconnus. Mais enfin, voilà, les volets se baissent très très vite. Ces personnes, ces femmes sont peut-être, je dirais, peut-être plus fermées aux femmes que d'autres prostituées que j'ai pu rencontrer ne l'étaient, probablement dans le sens aussi où elles sont exploitées par une madame, il y a la maman, enfin voilà, Marie a évoqué quelques-uns de ces intermédiaires. Elles sont notamment harcelées par cette madame, notamment par téléphone, qui est souvent qui téléguide un peu les choses, qui fait les choses parfois à distance de l'étranger, etc. Ce que vous mettez en évidence... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de silence feutré. Il y a un côté feutré, tout le monde se connaît, les clés, voilà, on se file les clés à certaines heures de la nuit ou en début de soirée. Côté fugace, la prévision de la nuit, tout a l'air fugace, tout est caché, tout est feutré. Il y a la peur des photos, on y reviendra peut-être, bien sûr. Il y a un côté aussi feutré par le fait que ces jeunes femmes ne parlent pas évidemment le français ni le néerlandais. Elles pratiquent une sorte d'anglais anglais de cuisine ou anglais qui leur est commun, qui leur permet aussi de dialoguer entre elles, puisqu'il y a plus de 150 dialectes au Nigeria. Voilà, mais c'est ce côté-là, c'est cette opacité-là qui frappe tout de même, je trouve. On est littéralement dans un autre monde, on se sent évidemment presque chez soi, rue d'Arscott en comparaison, si je peux me permettre de schématiser un peu les choses comme ça. Dan, il y a quelque chose qui revient beaucoup, mais qu'on lit dans la presse régulièrement, c'est cette emprise quasi mystique que peuvent avoir les madames sur les travailleurs et les travailleuses du sexe nigérian, notamment avec ce détail qu'on ne pourra jamais comprendre totalement, nous qui ne faisons pas partie de cette culture, mais qui est le joujou, c'est-à-dire la crainte d'une damnation mystique. Ça, vous êtes au courant de ça depuis longtemps à Utsopi, j'imagine. Ah bien oui, bien sûr, oui. Je pense même, si je me trompe pas, qu'il y a un prêtre, vraiment une personne très importante dans la religion nigériane, qui à un certain moment, sur une vidéo diffusée par YouTube, a dit à toutes ces filles
en Europe que toutes ces choses mystiques, tout ce voodoo, tout ce joujou n'était plus valable en fait. C'est Loba, je crois que c'est Loba de Benin Loba, City, en effet, autorité cérémonielle qui a eu un impact, qui a freiné quand Oui. même, je crois, certaines migrations, certains mouvements migratoires, non? Je pense qu'il a eu un certain impact d'après le team africain en tous les cas. D'accord. Pardon, je vous interromps. Donc c'est un prêtre qui à un moment décide de dire que ce rite, où voilà, si dans l'article c'est très bien expliqué, on voit qu'on dépose des ongles, certains éléments corporels, et que c'est gardé au pays comme caution, oserais-je dire. Et il y a un prêtre à un moment qui s'est posé et qui a osé dire ça a moins de valeur, ça n'intervient plus, vivez votre vie sans crainte. C'est quand même un geste énorme si je comprends bien. C'est un geste énorme, oui. C'était très intéressant, mais en fait, je suis très heureux d'entendre que ça a eu un effet, vraiment. Mais je ne le savais pas, mais... Bon, je vais peut-être nuancer mon propos parce que je ne voudrais pas être schématique ni réduire ce qu'ils m'ont dit, mais j'ai cru comprendre qu'à partir de cette intervention, il y a eu effectivement moins de départs, ou en tous les cas moins de transition Méditerranée-Libye vers l'Europe. Et qu'il y a eu aussi... mais qu'à côté de ça, voilà, les chiffres restent énormes, phénoménaux, on l'a bien compris. Donc le travail de fourmi reste là. Et le parcours migratoire qui est souvent interrogé par les policiers quand ils rencontrent une nouvelle personne confirme souvent le même parcours. La Libye, vous l'avez dit, puis l'Italie, souvent, Lampedusa, et puis enfin l'Europe du Nord, et notamment la Belgique. On tourne une brève page de pub. On se retrouve tout de suite après pour la troisième et dernière partie de ce Pour Info. A tout de suite. Troisième et dernière partie de ce Pour Info dédié au travail du sexe. Et effectivement, c'est pas anodin de dire travail du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe, plutôt que d'utiliser un terme que je n'ai pas utilisé jusqu'à maintenant et qui serait celui qui viendrait plus spontanément, à savoir de prostituée. Je crois que dans le fait même de changer les termes, il y a un questionnement sur le statut. Il y a, je crois, 3 grands statuts, 3 grandes façons sociétales de voir la prostitution. Est-ce que rapidement, ou le travail du sexe pour le coup, est-ce que rapidement on peut y revenir? Quelles sont en gros les 3 grandes tendances? Bien sûr, donc un État doit réguler l'activité de la prostitution, et la doctrine, la littérature scientifique dégage 3 modèles. L'approche prohibitionniste, qui est la plus facile. Tout est interdit. Prostitution est interdit, les actes périphériques sont interdits. Et donc, le travailleur du sexe est un travailleur qui est un délinquant et qui est marginalisé et qui vit comme un paria dans la société. Lorsqu'il subit, par exemple, un préjudice, il ne peut même pas porter plainte puisque cela révèle sa propre infraction. Aux antipodes, nous avons le modèle dit réglementariste. Ça, l'exemple archétypal, c'est la Hollande, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne. La prostitution est détachée de toute valeur sociétale. C'est une activité professionnelle, une activité économique, et elle doit être légalisée et même plus réglementée. Et donc le travailleur du sexe est un prestataire de service. L'employeur, qui est un proxénète chez nous, est un employeur qui est un chef d'entreprise. Un modèle qui est, on va dire, dans le juste milieu, c'est le fameux modèle dit abolitionniste qui se définit par une certaine hypocrisie. Tout à l'heure, vous avez dit que la Belgique est dans ce cas-là. Exactement. Donc le modèle de la Belgique où on n'interdit pas, mais on ne réglemente pas, et finalement les travailleurs du sexe se retrouvent dans un flou juridique. Actuellement, il y a un projet de réforme sur la prostitution, un projet de réforme tant attendu depuis de très longues années, qui, je pense, emporte l'enthousiasme du secteur associatif et qui évolue positivement. Ce projet de réforme conçoit la prostitution sous un nouveau paradigme social. On détache l'activité prostitutionnelle des valeurs morales. C'est une activité économique, les travailleurs du sexe existent. Une approche pragmatique, on pourrait dire. Exactement. Finalement, le droit doit s'accorder aux faits, avant tout. Et donc, les travailleurs du sexe doivent pouvoir prester sans subir toutes ces entraves qui leur empêchent d'accéder à un statut. Okay. Dan, selon vous, des retours que vous avez, qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'on sait bien que certaines fois, si on tient vraiment à faire un contrat, on peut faire un contrat de danseuse, d'hôtesse, de masseuse et de masseur. Donc en quoi, selon vous, des retours du terrain que vous avez, ce projet de loi, dont on ne sait pas tout encore pour l'instant, a quelque chose de positif?
Il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Déjà, les tiers parties, les comptables, les directeurs de banque, les chauffeurs, tout le monde qui en fait aide à organiser cette activité économique pour une travailleuse indépendante sera plus poursuivible pour commencer. Après ça, si ça sera possible d'avoir un contrat de travail, ça veut dire en fait que ces personnes qui travaillent sous contrat seront protégées par la sécurité sociale. Et oui, c'est pas rien quand même. Oui, c'est pas rien. En fait, maintenant, on vit dans une situation où en fait les cordes entre la protection sociale, la sécurité et les travailleuses du sexe sont coupées. En fait, sans chômage, sans droit sur une pension, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, même si vous n'avez plus le choix en fait, même si vous ne voulez pas, vous allez continuer à faire ce travail. Et en fait, c'est une situation que personne ne veut. Donc, ça va changer beaucoup. En fait, Utopie en tant qu'organisation était à l'initiative de ce projet de réforme. On est très reconnaissant au gouvernement de nous écouter. Il y a 2 ministres qui portent vraiment ce projet et qui est en train d'être établi dans le cadre, je crois, dans un cadre extrêmement large, puisqu'il s'agit de toute la réforme sur la législation, sur la sexualité en général. Oui, c'est qu'un chapitre d'une réforme. Ça n'est qu'un chapitre de cette réforme-là. En effet. Oui, mais de toute façon, c'est un sujet très sensible. En fait, on a eu beaucoup de retours d'autres associations qui sont pas d'accord avec nous, qui disent vous voulez légaliser le proxénétisme, vous voulez un secteur sans règles. Ce n'est pas le cas. On veut la reconnaissance de l'existence d'un secteur. On veut la reconnaissance juridique d'un secteur pour après ça pouvoir mettre des règles. Parce qu'en fait, ces pratiques de risque qui, en fait, on retrouve aujourd'hui, ça augmente. En fait, avec des règles fédérales sur un secteur réglementé, ça sera plus possible, en fait. Déjà, donc, il ne s'agit pas seulement de la sécurité sociale, il s'agit aussi des conditions de travail qui vont être négociées entre travailleuses du sexe et le reste du secteur, et le gouvernement, bien sûr. Oui, c'est une question complexe, vous le disiez, mais l'approcher de façon pragmatique peut aider en tout cas les choses. Marie, vous souhaitiez intervenir, donc je le rappelle, vous avez suivi le procès du meurtrier présumé d'Unis, qui a été condamné. Est-ce que ça a soulevé aussi ces questions-là, notamment de proxénétisme et de flou juridique? J'imagine qu'il en a été question. Exactement, il en a été beaucoup question. Et surtout dans les témoignages dans les personnes qui sont venues témoigner. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a 2 victimes qui sont venues témoigner. Je les connaissais, moi, du quartier Nord. Je ne savais pas ce qu'elles étaient devenues. Je savais qu'elles avaient été battues, qu'elles avaient été agressées, mais je ne savais pas ce qu'elles étaient devenues. Et quand elles étaient au quartier Nord, elles ne nous disaient pas bonjour à nous les blanches. Mais là, maintenant qu'elles sont sorties du réseau, qu'elles ont des papiers, que le réseau a été puni, quand elles m'ont vu et qu'elles ont vu quelqu'un d'Espace Paix, elles nous ont sauté dans les bras pour nous dire merci. Parce qu'en fait, on leur explique que le blanc est méchant, donc là-bas au pays, et qu'il ne faut pas faire confiance aux blancs. Donc c'est ça aussi qui est très difficile de les faire parler. Et puis dans ce procès aussi, on a vu que c'est mensonge sur mensonge. Un dit que la fille paye autant, un autre dit oui, mais c'était que 1 000 € de loyer. Puis on apprend que non, ce n'est pas vrai, c'était 1 000 € par semaine. Enfin, et alors ils ont vu aussi que tout le monde profite de ces femmes, que ce soit le vendeur de préservatifs, que ce soit la femme qui fait à manger, qui fait 3 grains de riz avec un œuf pour 10 € le repas. Les jurés, ils ont été, quand ils ont compris ce qui se passait au quartier, ils ont été ahuris. Ils ne comprennent pas que c'est possible ici en Belgique. Merci pour ce témoignage et ces détails qui évidemment sont très importants. J'en reviens à votre enquête, Emmanuel. Malheureusement, il va être l'heure de conclure. Il nous reste 2 minutes. Ça détourne le regard. On détourne le regard du blanc, comme on l'a dit. On détourne le regard aussi des photos que vous tentiez de prendre et que j'ai eu la chance de voir. On a peur de se faire voler son âme par ce biais-là. Le regard qui se détourne toujours. Une situation de précarité où tout le monde vous exploite.
où tout le monde vous exploite et où vous êtes finalement, vous en êtes réduit à vous dire que votre avenir, il ne va dépendre effectivement que de vous. Et beaucoup de ces jeunes filles, malheureusement, vont rester dans ces filières et vont voir leur avenir se dessiner de la sorte. Ce sera toujours préférable à la domesticité, le statut d'esclave domestique, comme on dit peut-être un peu sommairement, mais qui les attend quand même souvent au pays. Savoir que le retour au pays est toujours un synonyme d'échec important. Donc pour revenir à ce que vous disiez, oui, il y a une opacité énorme. Et oui, toute cette mise en confiance, elle est très compliquée. Et le procès l'a bien montré. Les policiers de la Team Africa témoignaient d'ailleurs dans ce procès. Ils ont revu leurs notes, etc. Ils avaient participé activement à cette enquête. Et voilà, ils m'ont expliqué mais plein de fois, et je l'ai vu aussi, la façon dont ils fonctionnaient. Ils apprenaient parfois au détour d'une conversation, après avoir rencontré 10 fois la même personne, qu'elle avait été brûlée vive brûlée vive, elle souffrait de brûlures infligées par sa madame, ou qu'on leur avait tué un bébé, un nouveau-né lors du voyage en Italie, et des choses comme ça, enfin des choses absolument hallucinantes. Il y a des approches qui sont très différentes, des cultures qui sont très différentes, et sur lesquelles on pourrait faire effectivement un roman, une perception aussi d'ailleurs de la gestion du corps qui est très différente, une perception de l'argent qui est complètement complexée, et de l'âge, et des réseaux qui sont infiltrés à tous les niveaux de la société. Ça, on n'a peut-être pas beaucoup dit, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup le dire, mais hyper dangereux. Il faut quand même le rappeler, ça les policiers l'ont beaucoup souligné, on le lit. Il y a eu une grosse enquête sur la BBC récemment, sur ces réseaux basés sur les cultes nigérians notamment. Malheureusement, il est l'heure de se quitter. Déjà, j'aurai le plaisir de vous inviter à nouveau, notamment quand on verra avancer ce projet de loi. Merci à vous. Merci à vous également, Marie, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. L'information, bien sûr, continue sur LN24. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. À demain.